Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection de films et de séries dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Petite parenthèse, si tu débarques ici et que tu ne sais absolument pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, j'ai fait une vidéo complète où je t'explique ce que c'est et comment ça fonctionne, et je te la mets dans le petit i. N'hésite pas à aller la voir, et si ça t'intéresse, tu peux toujours revenir ici pour découvrir ma sélection. Mais pour celles et ceux qui savent très bien de quoi je parle, vous allez voir que j'ai sélectionné à la fois des films qui vont sortir durant la période du Pumpkin Autumn Challenge qui va du 1er septembre au 30 novembre, mais également forcément des films qui sont déjà sortis et qui sont pour la plupart disponibles soit sur Netflix, soit sur Prime Video. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement les deux plateformes que j'utilise quasiment exclusivement pour garder mes films et mes séries. Pour la première sous-catégorie qui s'appelle Tu n'en reviendras pas, j'aimerais beaucoup aller voir cet automne, le 18 septembre, ça, le chapitre 2. Je sais que le remake du chapitre 1 n'a pas forcément fait l'unanimité auprès de tout le monde. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique que dans la première version, la première adaptation du roman de Stephen King. Quand bien même, on m'a dit que la version de 90 était beaucoup plus fidèle au roman que ne l'est celle de 2017, mais faut pas se le cacher, enfin... Personnellement, j'aime beaucoup les films de 80 et 90, je trouve qu'il y a un grain très particulier que personnellement j'adore, mais ce film-là a vraiment pris à mes yeux un coup de vieux, et franchement là, avec ce remake, ils ont réussi à tout dépoussiérer, et je dois dire que j'ai été relativement sensible à la patte de Muschietti, qui a réussi à instaurer quelque chose presque de beau en fait dans ce film là au niveau de l'image, de la manière d'aborder l'histoire. Alors attention, je sais que ça va être très bizarre parce qu'on parle vraiment d'un film d'horreur et c'est peut-être contradictoire ce que je veux dire, mais il y a presque un côté onirique. Onirique n'est peut-être pas le meilleur mot choisi, mais il y a quelque chose qui a trait au rêve, au cauchemar, quelque chose comme ça, qui est bien plus prononcé dans cette adaptation à mon sens, parce que je sais pas, alors ça vient peut-être justement de la représentation du clown, de Gripsou, je vous l'ai dit sur Instagram, mais je le trouve peut-être moins effrayant que dans la version de 90, qui était brillamment incarnée par Tim Curry, et qui franchement a dû traumatiser des dizaines, des milliers, des millions de jeunes comme moi, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui rend le clown à la fois beau et à la fois pas réel, vous voyez, parce qu'il est modifié, on va dire, grâce à des logiciels pour accentuer ses expressions, accentuer certaines parties de son visage, et du coup peut-être que cette exagération du clown permet peut-être de légèrement s'en détacher. Ça permet de créer de faire de Gripsou un personnage peut-être légèrement moins crédible et du coup mettre en avant d'autres choses dans le film. Des choses qui attraient peut-être plus à l'horreur humaine en tant que telle, à quelque chose de plus palpable, de plus concret, de plus réel. Et j'avais lu 300 pages du premier tome de ça, j'ai pas lu les deux tomes, hein, donc je ne peux vraiment pas m'exprimer là-dessus, mais j'avais l'impression quand même que la présence de Gripsou n'était pas, en tout cas dans ces 300 premières pages, ultra présente. Voilà, c'était pas prédominant. Au contraire, on avait plus une galerie de personnages qui nous étaient dépeintes, avec vraiment des personnages assez sombres, qui vivaient des choses pas forcément évidentes. Donc j'ai l'impression que ça essaye de mettre ça en lumière, et finalement, je me dis que l'un dans l'autre, on est plutôt quand même pas trop mal dans ce remake. Mais soit, j'ai beaucoup aimé, donc ça a fonctionné sur moi, c'est l'essentiel, et surtout dans le chapitre 2 qui a été annoncé, quand j'ai vu le casting, j'étais tellement, mais tellement ravie, parce que j'ai vu qu'il y avait James McAvoy qui allait jouer dedans, et cet acteur, je l'aime tellement. Depuis que je l'ai vu jouer dans Split, comme pour beaucoup, je l'ai trouvé tellement, mais tellement prodigieux, incroyable, bouleversant, et je sais même pas comment c'est humainement possible d'incarner aussi bien un personnage. Voilà, donc j'ai vraiment hyper hâte. Je pense que c'est très prometteur. Il semblerait que le chapitre 2 soit quand même très long. Il semblerait que ça fasse 2h45, donc va falloir s'accrocher, mais j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment super hâte. J'aimerais également reprendre le visionnage de la série Bates Motel. Série qu'à la base j'avais regardée dès sa sortie, et allez savoir pourquoi à un moment ou un autre j'ai dû arrêter le visionnage, peut-être parce que je n'avais plus accès aux épisodes, hein, tout simplement. Et il me semble que moi je dois être à peu près fin saison 2, début saison 3, peut-être dans ces eaux-là, faudra que je revérifie, mais c'est vrai que cette série, elle m'avait beaucoup plu. Elle m'avait beaucoup plu pour des raisons peut-être assez simple et ô combien importante, c'est parce que les personnages et les acteurs, actrices sont absolument exceptionnels, tout particulièrement le duo principal avec Vera Farmiga qu'on ne présente plus et que personnellement j'adore mais profondément, et Freddie Highmore qui lui aussi
incarne le rôle à brio et le duo, waouh, franchement c'était vraiment quelque chose à voir. Donc j'aimerais beaucoup reprendre. Je fais quand même un petit résumé, parce que là c'est vrai que si vous ne connaissez pas Bates Motel, là vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Dans cette série, on va donc suivre Norman dans sa jeunesse, son adolescence, pour essayer de mieux comprendre les liens qu'il a pu tisser avec sa mère et tout simplement essayer de rentrer dans sa psychologie pour mieux comprendre le personnage qu'il va devenir et qu'il va être dans le film de Hitchcock, donc Psychose. Et voilà, personnellement, rien que les premières saisons sont déjà bien intéressantes. Elles posent vraiment le personnage et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai hâte de voir la suite. Pour la seconde sous-catégorie qui s'appelle Les Os de Davy Jones, j'aimerais beaucoup faire un revisionnage et tout particulièrement de la saison 1 de Black Sails que j'avais vu en 2014-2015, pas loin de la sortie de la série à vrai dire. Et c'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup d'autres saisons qui se sont accumulées et 2014-2015 ça remonte quand même à un bon bout de temps, donc j'aimerais bien reprendre de la saison 1 pour ensuite tout enchaîner et je pense que ça va être super cool parce que Black Sails, du souvenir que j'en ai en tout cas, ça dépotait quand même pas mal, donc hâte de me remettre là-dedans. Toujours pour cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup voir Aterrados. Je suis vraiment désolée pour l'accent, je parle pas un seul mot d'espagnol, donc je fais au mieux. Dans tous les cas, pourquoi ce film-là, pourquoi dans cette sous-catégorie? Déjà de une, parce que je dois dire que l'image, l'affiche qui représente ce film-là m'a beaucoup interpellée et fascinée à quelque part parce que je la trouve très repoussante et captivante à la fois, vous voyez? De toute façon, vous la voyez, parce que je vous la mets à l'écran. Et pourquoi je l'ai classée là? C'est parce qu'apparemment, il y a une histoire de fantômes, de chasseurs de fantômes, raison pour laquelle elle est ici. J'ai hésité, j'ai voulu la mettre dans la catégorie avec les monstres, donc celle qui va suivre tout de suite après, mais finalement, je me suis dit que, vu que j'avais déjà pas mal de choses là-bas, ça allait basculer ici, et c'est très bien, je vous lis le résumé. Quand il y a quelque chose de bizarre dans le quartier, qui appelle-t-on? Holbrecht, Jeannot et Rosenstock, les chasseurs de fantômes de Buenos Aires, sommés de comprendre, notamment, pourquoi un bambin récemment décédé dans un accident s'en revient finir sa décomposition à la table du petit déjeuner. Prélude traumatisant à une série d'événements d'outre-tombe. Ça a l'air horrible. Je le précise, mais je pense que vous l'aurez compris, on est clairement dans de l'horreur et de l'épouvante. Apparemment c'est interdit aux moins de 12 ans, mais bon, je signale, sait-on jamais. Pour la troisième sous-catégorie qui s'appelle Les Freaks, c'est chic, j'aimerais beaucoup voir Van Helsing avec Hugh Jackman. Je sais que c'est plus ou moins classique, mais je ne l'ai jamais vu. Si je l'ai vu quand j'étais plus jeune, j'en ai absolument zéro souvenir, donc je pars du principe que je l'ai pas vu en fait. Et voilà, plus forcément besoin de présenter Van Helsing parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tous plus ou moins dans notre imaginaire collectif. Mais en gros, au niveau des mots-clés, on a tout ce qui est chasseur de monstres, on a loup-garou, Dracula, Dr Frankenstein, du moins de ce que j'ai pu lire du résumé de Van Helsing. Et bon... Je pense que, vu l'esthétique qui semble assez gothique, un peu underground, c'est très adapté pour la période halloweenesque, période durant laquelle je vais certainement regarder ce film. Voilà. Pour finir dans cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup voir la saison 2 de Castlevania, parce que la saison 3 va pas tarder à arriver sur Netflix, et c'est vrai qu'à la base Castlevania c'est une série de jeux vidéo auxquels je n'ai absolument pas joué, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Ceci dit, la saison 1 était vraiment pas mal, je m'attendais pas vraiment à ça, c'est de l'animation, je le précise quand même, de l'animation mais pour les adultes, parce que je crois que c'est interdit aux moins de 16 ans, parce que c'est violent, il y a beaucoup de sang, enfin c'est cru. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt bien fichu. Moi qui connaissais pas l'univers de Castlevania, je pense que c'était un bon moyen de découvrir. Et je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un peu de quoi ça parle, mais en gros ça parle de vampires, ouais, clairement. Donc là, pour être honnête, les deux titres que je vous ai présentés, Van Helsing et Castlevania, pourraient tout à fait aller dans la première sous-catégorie, on est d'accord. Mais moi, j'ai préféré les classer là, parce que dans la première sous-catégorie, je voulais plus ce côté, thriller, psychopathe, ce genre de choses. Vous vous amusez avec les mots-clés, comme je vous ai dit, vous faites plaisir. Lorsque sa femme se fait brûler vive, accusé à tort de sorcellerie, le vampire Vlad Dracula Tepes déclare qu'il prendra sa revanche sur le peuple de Valaquia. Aidé du magicien Sifa Belnades et du propre fils de Dracula, Alucard, le chasseur de démons Trevor Belmont lutte contre la terreur qu'il instaure.
Pour la première sous-catégorie de ce menu qui s'appelle Down by the Sally Gardens, je vais vraiment miser sur de la romance. Et le premier film que je vais regarder s'appelle November Rain. C'est un remake d'un film qui est sorti en 1968 et qui porte le même nom. Évidemment, c'est la deuxième version qui a eu ma préférence pour une raison simple. Elle se trouve sur Netflix. En plus de ça, il y a le mot novembre dedans qui est peut-être le meilleur mois de l'année parce que c'est le mois où je suis née. Voilà. C'est un argument de merde. C'est pas grave. Mais évidemment, c'est principalement parce qu'il y a l'acteur Keanu Reeves qui joue dedans et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'adore Keanu Reeves. Comme beaucoup certainement d'entre vous, mais je pense que ça suffit à être convaincu. Je vais également regarder Love Alarm, qui à la base n'était pas du tout dans ma sélection, mais là ça fait quelques jours qu'il a popé en fait sur Netflix, et ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas regardé de série coréenne. La dernière que j'ai regardée remonte à peut-être ce printemps, quand Romance is a Bonus Book est sorti sur Netflix. Série que je vous conseille à 3000%. Honnêtement, si je l'avais pas déjà regardée, elle serait dans cette sélection parce que je l'ai adorée. Je vous en ai parlé en Insta Story, du coup, au moment où je regardais la série, et je vous la conseille à 100%. C'est rafraîchissant, ça détruit quelques petits stéréotypes qu'on peut retrouver dans certains dramas de manière générale, coréen, japonais, etc. Mais surtout, japonais c'est encore un autre délire. Et c'est vrai qu'en plus on est dans l'univers de l'édition, donc si vous aimez les livres, c'est une petite pépite, vraiment. Et juste pour terminer en disant 2 mots sur Love Alarm, en fait ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai remarqué que ce drama était doublé en français. Et je pense qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais vu un seul drama doublé en français. Que ce soit japonais, coréen, même chinois, j'en ai jamais vu. Donc, je serais presque tentée d'essayer la version française. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais tenter, si vraiment je trouve que c'est atroce, je passerai en coréen, mais j'avoue que c'est une expérience à faire, c'est une expérience. Pour mon voisin le Kodama, j'aimerais beaucoup regarder une série qui s'appelle Northman, qui a l'air d'être une série absolument décalée, je précise qui est déconseillée aux moins de 16 ans, et qui, je sais pas, m'intrigue énormément. Ça fait une éternité que cette série est dans ma wishlist Netflix, et je me suis dit que là c'était un petit peu l'occasion d'y aller. Hein. Je vais vous lire le résumé, juste pour vous donner une idée très 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 vague, parce que même pour moi, je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette série. J'ai l'impression que c'est la série, ça passe ou ça casse totalement, mais il y en a, enfin quand vous cherchez Northman sur Google, vous tombez sur des choses comme Enfants de Monty Python et de Ragnar, et t'es là, Monty Python ça peut être très très cool. Voilà. Au 8e siècle, un Romain nommé Rufus est enlevé et pris comme esclave au village viking de Norheim. Il était une figure culturelle dans sa patrie, mais s'aperçoit que les valeurs qu'il apporte avec lui n'impressionnent pas les vikings. Eh ouais. Je voudrais aussi regarder Good Omens, qui est une série qui n'est pas sur Netflix mais sur Prime Video. C'est une série que j'attendais avec grande impatience, je l'avais même mis en favori sur Prime Video avant qu'elle sorte. Enfin, je l'attendais comme le messie et au final je ne l'ai toujours pas regardée parce que j'ai beaucoup hésité à lire le livre avant de regarder la série et finalement, voilà, vous le constatez, je n'ai ni lu le livre, ni vu la série, donc je me suis dit que là, j'allais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai vraiment hâte de retrouver David Tennant dans ce genre de série, donc voilà, je vais vous lire le résumé de cette série-là. Il faut savoir qu'en fait, c'est une adaptation d'un livre de Neil Gaiman. D'ailleurs, j'ai l'impression que Prime aime beaucoup cet auteur-là, parce qu'ils avaient déjà adapté en fait American Gods, donc bon... Qu'est-ce que ce sera la prochaine? L'ange Aziraphale et le démon Rampa, après 6000 ans de vie sur la Terre, ne se résignent pas à la venue imminente de l'apocalypse. Meilleurs ennemis du monde, ils se liguent ensemble contre leur autorité supérieure et tentent d'influencer le cours apparemment inéluctable des événements en éduquant l'antéchrist chacun à sa manière. Mais si Dieu a un plan, il est ineffable. On arrive à la sous-catégorie Mystidée, et sans grand étonnement, je vais me regarder une saison de American Horror Story, en l'occurrence Apocalypse. C'est celle qui va arriver sur Netflix, il me semble, le 14 septembre, et qui est normalement celle qui est sortie aux États-Unis l'année dernière. Il y a toujours un an de décalage en fait avec celle qui arrive sur Netflix, et j'ai super hâte parce qu'apparemment il y a eu énormément de super retours sur cette saison-là. Personnellement, j'ai eu un tout petit peu plus de mal avec Cult, que j'ai pas aimé des masses. Est-ce qu'il y aurait besoin peut-être que je revoie cette saison-là? Je ne sais pas, mais je suis pas totalement convaincue malheureusement, mais je sais que beaucoup de personnes n'ayant pas forcément apprécié énormément Cult ont adoré Apocalypse. Donc, j'ai ultra hâte. En plus de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, il y a une petite apparition de Mystidée, donc est-ce qu'on pouvait faire mieux que ça? Je ne crois pas.
On reste dans les séries pour cette sous-catégorie étant donné que j'ai envie de voir Carnival Row qui, au vu du titre, aurait pu aller peut-être dans la sous-catégorie parlant de cirque. Moi je sais pas, je la sens bien dans cette sous-catégorie là, peut-être que je me trompe, mais dans le pire des cas, bon bah je modifierai son emplacement, c'est pas bien grave. Mais du coup c'est une série qui devrait sortir le 30 août sur Prime Video. Au moment où je vous publie cette vidéo, normalement ça devrait être disponible. Et en fait ce qui m'a attirée, c'est tout simplement l'image qu'il y avait sur la plateforme. Et j'ai vu ce personnage avec des ailes dans le dos et Orlando Bloom, qui semble tenir un rôle principal, donc voilà, hein, je vais vous lire quand même le petit résumé, mais même le résumé est assez alléchant, il y a un côté un peu, comment dire, je sais pas, genre vieux Londres, vous voyez, ça me donne un peu cette impression, vous allez voir. Avec un tueur en série en liberté à Carnival Row et un gouvernement qui ferme les yeux sur les morts des citoyens des classes populaires, Rick Croft Philostrate, un enquêteur endurci par la guerre, est le seul à vouloir arrêter les meurtres et à maintenir la paix. Mais lorsque Vignette Stonemouse, une fée réfugiée, débarque dans le burg, elle force Philo à faire face à un passé qu'il tente d'oublier. Pour prenez garde aux souliers pointus, j'ai choisi une seule série, j'aurais pu choisir La Servante écarlate, la saison 2 en l'occurrence, mais là j'ai choisi Les Demoiselles du téléphone parce que c'est une série qui, comment dire, m'intéresse depuis un bon bout de temps et sur laquelle je ne me suis pas encore attardée alors que j'en entends parler partout. Même mes meilleurs potes arrêtent pas de me dire qu'il faudrait vraiment que tu te lances, c'est hyper bien, vas-y. Alors je me suis dit qu'il était temps. Pour la première sous-catégorie qui s'appelle Jack O'Lantern, j'ai décidé d'aller voir Maléfique, le pouvoir du mal, qui sort en octobre le 16. Et en fait, mon cheminement de pensée, c'est quoi? C'est Maléfique, ça découle de La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, je regardais ça quand j'étais petite. Enfin, du moins, j'ai découvert ça quand j'étais petite. Et assez étonnamment, La Belle au Bois dormant, c'est l'un des Disney qui dénote énormément quand je regarde un petit peu ce que j'aimais quand j'étais plus jeune. Ça dénote énormément parce que c'est pas tout à fait ce que je préférais. Et pourtant, j'aime beaucoup La Belle au Bois dormant. Et je veux dire, Aurore est ultra passive et fait pas grand chose, hein, on va pas se mentir, mais je crois que j'aimais déjà énormément Maléfique, j'adorais cette idée qu'il y ait plein de ronces qui envahissent comme ça le château, je trouvais ça beau, faut pas chercher, et je crois que j'adorais, mais sincèrement, la voix d'Aurore, mais c'était absolument sublime, et voilà. Tout ça pour dire que moi j'avais plutôt bien apprécié le premier Maléfique et je suis très curieuse de voir ce que ce deuxième opus va donner. Concernant l'Outre-mer, le premier film que j'aimerais beaucoup voir c'est Mama de Muschietti. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup aimé l'esthétique de ça et je suis très curieuse de le découvrir en fait dans un autre film, hein. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai que Mama, depuis sa sortie, je crois qu'on a dû me le conseiller, mais au moins 3 milliards de fois. La meuf absolument dans la bulle, mais c'est pas grave. Mais vraiment, ça on me le dit régulièrement, si t'as pas vu Mama, il faut absolument l'avoir vu. Je sais que j'ai une de mes meilleures amies qui adore ce film-là, donc voilà, sa place est toute faite. Et question de recommandation, un autre film dont on me parle assez souvent quand on me parle de films d'horreur, c'est Hérédité. Je vous avoue que je n'en sais pas grand-chose, et que je ne me suis pas trop amusée à aller chercher des résumés, des choses comme ça, parce que on me l'a tellement conseillé, en bien, que j'ai pas envie de me faire d'a priori sur ce que pourrait être ce film-là, j'ai juste envie de me lancer et de découvrir, et de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu, et sans forcément me spoiler s'il vous plaît, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a touché, mais moi j'avoue que là, je pense que là, cet automne, ça va être la bonne saison pour découvrir ce film. On passe à la dernière sous-catégorie de ce menu qui s'appelle un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, et là, moi, très instinctivement, j'avais directement transposé le format nouvelle des livres au format court-métrage. Voilà, je sais pas si vous avez pensé à la même chose que moi c'était directement sur ça que je savais que j'allais partir, et en l'occurrence, j'ai envie de regarder une série Netflix de court-métrage qui s'appelle À ne pas regarder. C'est quand même un peu ironique. C'est en fait une succession de 5 petits courts-métrages qui sont emplis de créatures morbides, d'obsessions macabres et de visions troublantes à faire dresser les cheveux sur la tête. On vous aura prévenu. Voilà, je précise que c'est interdit, déconseillé aux moins de 16 ans, et je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir grand chose de plus parce que c'est vraiment des tout petits courts-métrages, mais je trouvais ça terriblement bien adapté pour cette sous-catégorie. Je sais que sur Netflix, il y a un petit bout de temps, ils avaient aussi publié ce genre de concept dans la mesure où il y avait une succession de plusieurs courts-métrages, mais jamais réalisés par les mêmes personnes, sur des thématiques différentes, hein. Ça s'appelait Love, Death and Robots, et franchement j'avais trouvé ça
extrêmement bien fichu, j'avais beaucoup apprécié et je vous le conseille fortement, hein. Là pour le coup c'est vraiment bien fichu et voilà, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dans cette sous-catégorie. Je pense que je me ferai des petits films d'animation disponibles par exemple sur YouTube, il y en a quand même pas mal, c'est hyper inspirant, c'est mignon, j'aime beaucoup et j'avais à la base pensé à Vincent de Tim Burton que je me referai certainement, mais voilà, ça fait partie des classiques dont j'essaye de pas trop parler dans les vidéos parce que je pense que c'est du vu et du revu, mais clairement hein, il faut le savoir que même moi je vais me bouffer des classiques à la pelle, les Tim Burton, les Famille Adams, les Casper et j'en passe, enfin il y en a à la pelle, vraiment. On arrive enfin au dernier menu et à la première sous-catégorie qui s'appelle You're Just As Sane As I Am, et là pour le coup j'ai deux choses que j'aimerais bien regarder. Je me suis beaucoup plus axée sur les documentaires pour cette sous-catégorie là, je vais pas vous le cacher. Le premier s'appelle One Strange Rock. C'est une série de 10 épisodes qui est présentée, narrée par Will Smith, où on va suivre 8 astronautes qui vont nous partager leur vision de la Terre, mais pas que en fait, justement. La Terre va toujours être plus ou moins au centre du sujet, mais ça va nous permettre d'aborder aussi d'autres questions sur l'espace, sur plein de choses, sur le temps, et j'ai l'impression que ça a l'air vraiment pas mal. Rien que visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros soin qui a été apporté à cette série documentaire, donc je suis vraiment hyper curieuse. J'essaierai de vous en redire assez vite des nouvelles, mais ça m'intrigue beaucoup. Je l'avais dans ma wishlist depuis un bon petit moment, donc je suis contente de pouvoir l'en sortir. Le deuxième documentaire que j'aimerais regarder s'appelle Mystérieux Trous Noirs. C'est assez parlant, on va parler des trous noirs, de ce qu'on peut peut-être en tirer, de ce que ça peut nous apprendre peut-être sur des choses qu'on ignore encore, peut-être aussi sur l'expansion de l'univers, je sais pas encore exactement, mais bon, clairement le sujet principal c'est les trous noirs, et je suis sûre que ça doit être hyper passionnant, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui me terrifie à la fois, donc voilà. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Rêverons-nous de moutons électriques, il y a forcément Premier Contact de Denis Villeneuve. Pourquoi ? Parce que j'ai absolument adoré Blade Runner 2049. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, vous inquiétez pas, mais pour moi ça a été un coup de cœur. Je suis ressortie du cinéma, j'étais plus la même. Voilà, c'est juste ça. Et vraiment, tout doucement, j'essaye de me faire la filmographie de ce réalisateur parce que j'ai été complètement bouleversée en fait, voilà, vraiment bouleversée, et on m'a souvent recommandé de regarder Premier Contact, donc je vais m'acheter le Blu-ray et je vais me savourer ça. Je ne pouvais décemment pas ne pas citer la série Dark, dont je me suis mis bien au chaud la saison 2 justement pour le challenge. Je pense vous en avoir déjà parlé dans une vidéo, si c'est le cas je vous le mets dans le petit i, mais quoi qu'il arrive c'est une série qui est absolument brillante, qui se tient de A à Z, qui est juste parfaite sur tous les plans, que ce soit au niveau scénaristique ou au niveau visuel. Si vous ne connaissez pas Dark, il faut absolument voir cette série. Voilà, si vous aimez un tant soit peu la science-fiction, il faut foncer. La fin de la saison 1 ouvrait sur un truc qui était genre phénoménal. Et j'ai hyper hâte de voir cette saison 2. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu et si vous l'avez apprécié, j'ai tellement hâte. On arrive enfin à la toute dernière sous-catégorie qui s'appelle Songe d'une nuit d'automne, et moi j'ai décidé de regarder la saison 2 de Anne with an E, qui d'ailleurs colle extrêmement bien à la thématique parce que justement la couverture promotionnelle, enfin l'affiche promotionnelle de la saison 2 est dans les tons bleu, violet, mauve, donc c'est absolument idéal. J'avais adoré la saison 1 que j'avais vue à sa sortie. Très sincèrement, si vous aimez un petit peu les séries historiques, il faut foncer sur celle-ci parce que l'actrice, la jeune actrice qui joue le rôle principal est absolument exceptionnelle, époustouflante, vraiment je pèse pas mes mots, elle est géniale. Elle prend tout l'écran, je peux que vous dire ça. Et vraiment j'ai hâte de mettre à cette saison 2, parce que je l'ai laissé traîner un bon petit bout de temps, hein, vous vous en doutez, parce que je trouvais que c'était pas le moment, j'étais pas dans le mood pour regarder ça, et pourtant c'est vraiment une série qui vaut le coup. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me partager votre liste de films et de séries pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'étais très contente de la faire et d'un petit peu me casser la tête à essayer de chercher des choses qui allaient bien rentrer dans chacune des sous-catégories, et je vous tiendrai de toute façon au courant de l'avancée de mes visionnages. Je sais pas encore sous quel format, mais je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, de visionner de très chouettes films et séries. Je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao.